Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en août 2024 et c'est l'épisode 376. Pavel Durov, le créateur de la messagerie Telegram et qui avait d'ailleurs également créé vContact, le réseau social russe, a été arrêté en France. Vous saurez tout grâce à cet épisode. On va parler aussi de Shein qui attaque Temu, des combats de géants chinois, de nouveaux changements pour iOS en Europe, de Donald Trump qui voudrait bien lancer sa crypto-monnaie. Après tout, pourquoi pas. On parlera aussi de l'info, de l'actualité de l'intelligence artificielle et leur représentation du monde, rien de moins que ça. Et même, ça devient presque une exception, des outils qui revendiquent de ne pas s'appuyer sur le développement de fonctionnalités basées sur de l'IA. C'est incroyable. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais moi ça va très bien. Très bien, t'as suivi l'actualité fraîche de ces derniers jours avec une arrestation digne des films policiers, c'est incroyable. Mais de toute façon, mais oui, mais j'en demandais pas tant, franchement. Oui, l'actualité est généreuse avec nous et on sait accueillir les cadeaux qu'elle nous tend les bras ouverts. On va remercier les personnes qui sont venues nous soutenir sur Patreon depuis la semaine dernière. Alors, il y a Marc As1, et j'aime beaucoup comment il est écrit Marc As1, FR31 et Mathieu Duval. Merci beaucoup de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Tech Café, c'est un podcast gratuit, il est financé par ses auditeurs. Si vous trouvez que le contenu des épisodes vous permet de vous tenir au courant tout simplement de l'actualité des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle qui vous permet de gagner du temps, que ce soit pendant votre sport, votre bricolage, si vous en faites, votre ménage, si vous en faites, j'espère, ou les transports, si vous passez un bon moment, que ça vous manquerait de ne plus avoir Tech Café chaque semaine. Venez vous abonner sur patreon.com/techcafé et débloquer en échange un flux privé que vous pourrez ajouter dans votre app de podcast. Vous ne perdez pas vos repères, vous gardez votre application de podcast habituelle qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Un petit mot au sujet de Patreon, parce que j'ai reçu, ça arrive de temps en temps, c'est pas souvent, mais de temps en temps, un message de quelqu'un parmi les soutiens qui s'excuse et qui prévient de ne plus pouvoir nous soutenir et qui regrette de devoir suspendre son abonnement. Alors, c'est évidemment adorable d'envoyer ce type de message, on peut être que touché, je pense, mais vraiment, soyez très conscients qu'on vous invite à soutenir le podcast que si ça vous est pleinement possible, et que ça vous prive de rien d'autre. Parce que je pense que Guillaume et moi en serions complètement malades de savoir qu'une participation sur Patreon vous mettrait dans une situation inconfortable. Et tout budget est important aujourd'hui, donc évidemment, faites-le si c'est possible pour vous. Par contre, j'en profite pour faire une suggestion pour toutes celles et ceux qui sont peut-être salariés dans des services informatiques, des services marketing digital, ou même peut-être dans certains services juridiques qui veulent se tenir au courant des évolutions des nouvelles technologies et des impacts sur la société. Peut-être que vous pourriez même envoyer vos factures de soutien Patreon en aide de frais dans votre entreprise. Je lance l'idée comme ça, je vous laisse creuser. En tout cas, ça se passe sur patreon.com/techcafé et puis le lien est dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à Willy QC qui a déposé un avis sur Apple Podcast du Québec. Il dit « Merci Tech Café de m'accompagner tous les matins pour aller au travail. Je vous ai découvert il y a seulement quelques jours et j'apprécie grandement ce que vous faites. J'espère que vous allez continuer comme ça de la part d'un Français qui vit au Québec. » Merci beaucoup Willy, et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits échos comme ça d'un peu partout dans le monde. Surtout qu'on aime le Québec. Je pense qu'on peut le dire, Guillaume. On les aime pas plus que les autres, mais on a un petit pincement au cœur pour les personnes qui sont au Québec, les Québécois et les. Mais bien sûr, mais absolument. On vous invite évidemment. Comment ? La belle province, c'est ça ? La belle province. J'ai appris d'ailleurs que c'était une terre de développement de jeux vidéo qui était très importante. Ouais. Je l'avais jamais réalisé comme ça. Je l'ai mesuré avec le temps. Commentez aussi sur techcafé.fr et puis sur Discord, techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Quelques interactions avec la communauté. Juste un commentaire très rapide que je voudrais citer de Mika sur techcafé.fr, notre serial commentateur, qui réagit au procès GitHub. Il mentionne le fait qu'il y avait eu le rachat de GitHub par Microsoft. C'est vrai que ça nous remonte à quelques années en arrière. Dans la communauté open source, on s'est posé la question, on ne savait pas pourquoi il faisait ça. Et est-ce qu'il pourrait, d'une certaine manière, nuire à ce service très prisé des développeurs ? On a eu, avec l'arrivée de GitHub Copilot, la réponse. Alors, je ne sais pas si c'était... Bon, j'imagine que oui, ils avaient peut-être senti l'avenir, ils l'avaient bien dessiné. En tout cas, il y avait peut-être aussi d'autres projets derrière qui étaient moins évidents, qui ne sont pas concrétisés, on ne sait pas. Et dit l'open source, ça n'est pas, ni n'a jamais été un vivier de code libre et gratuit d'utilisation sans contrepartie. Chaque développeur, comme noté, décide d'une licence plus ou moins permissive en son âme et conscience. Et il dit, c'est la même chose pour les artistes. Donc voilà, en fait, en tout cas, comme Mika continue à réagir sur techcafé.fr, il y a aussi
Steven 40K qui a réagi. Alors, c'est une mention que je faisais quand on parlait des Pixel 9. Moi, je mentionnais le fait que les Nexus à l'époque étaient construits par LG et c'était même, je crois, de mémoire assez clairement brandé. Il a réagi, Guillaume, notamment sur Discord, Steven, en mentionnant justement ce lien entre Google et les fabricants. Ouais, il faisait un commentaire sur Google à propos des pixels. Il écrit « Il me semble pas que Google soit indépendant. D'après lui, c'est Samsung qui fabrique les pixels. » Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a écrit. Voilà, c'est ce qu'il a écrit dans le truc. Alors, il aura sans doute voulu dire que peut-être que c'est Samsung qui fabrique les processeurs, les systèmes sur puce, les Tensor. Voilà, effectivement, c'est lui qui grave les puces en 4 nanomètres. Les écrans, peut-être aussi. Et qui en conçoit une partie. Après, les Tensor, c'est beaucoup du ARM standard, en fait. C'est-à-dire, t'as les Cortex X4, A720 et A520. T'as des GPU Mali, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de fantaisie de toute façon. C'est le NPU vraiment qui est conçu par Google, le modem est d'ailleurs aussi conçu par Samsung. Mais bon, Apple de toute façon fait appel à Qualcomm aussi pour ses modems, pour l'instant, même s'il conçoit plus en profondeur ses puces, c'est vrai, puisque c'est lui qui fait ses cœurs et ses GPU, tout ça, c'est sûr, et ses NPU. Mais bon, franchement, on peut pas trop dire que Google soit moins indépendant qu'Apple sur ses téléphones, si on fait le tout. Google fait fabriquer, alors c'est vrai qu'il a fait fabriquer par le passé, ces appareils par LG ou HTC, mais depuis le rachat justement des entités Pixel de HTC en 2017, c'est devenu un fabricant comme les autres, quoi. Les pièces viennent de chez Foxconn, comme Apple, le SoC est en partie conçu par Samsung, et il est gravé par Samsung, comme le M3 est gravé par TSMC aussi. Finalement, Google conçoit ses téléphones, il possède aussi son système d'exploitation avec toutes les applications clés, en particulier Chrome quand même. Il a évidemment le moteur de recherche, il a Mail, il a Google Maps, voilà, là, il y a toute la bureautique que vous voulez, il a une multitude de services et de contenus, avec YouTube, c'est absolument quand même énorme. Et puis, en plus, il utilise ses propres modèles IA, et à 100%, petits ou grands, que ce soit cloud ou local, de toute façon, c'est lui, quoi. Alors qu'Apple, finalement, il a énormément de choses, évidemment, il est très intégré, mais il a quand même pas de moteur de recherche, il doit encore s'appuyer partiellement sur d'autres prestataires pour l'IA. Son navigateur n'est pas du tout aussi utilisé que Chrome, donc honnêtement, en termes d'indépendance, je ne sais pas si on peut trop dire que Google fait moins bien qu'Apple, finalement, tous les deux sont vraiment très très bien intégrés, quoi. Et beaucoup d'intégration intéressant. verticale. Bon, ça méritait de le creuser. Et puis oui, non, mais je mentionnais les écrans. Alors, je ne sais pas d'où viennent les écrans des Pixel 9, mais bon, Samsung fait des écrans qui sont largement utilisés par l'industrie. Enfin, c'est pas les seuls, encore une fois. Donc, bon. Et puis une autre réaction, Guillaume, sur laquelle tu voulais revenir, et je crois que tu as une bonne nouvelle en plus à annoncer. Non, mais c'est tout simple, il y a Grémy qui voulait un tuto pour utiliser Flux, et il arrive, c'est le supplément de cette semaine, donc on va reparler de comment utiliser Flux, en local. On touchera même aussi 2 mots des mises à jour sur les chatbots en local sur votre PC, et même sur votre téléphone, et oui, ça arrive sur vos téléphones. Action, réaction, c'est beau. Et puis, si vous ne le savez pas, il y a l'épisode hebdomadaire donc, que vous entendez présentement, où vous avez l'essentiel de l'actualité des nouvelles technologies de la semaine. Et si vous vous abonnez au podcast, vous avez aussi en épisode supplément, à peu près au début du week-end, des épisodes qui vont revenir un peu plus en profondeur sur d'autres sujets en complément et qui vont peut-être aussi faire l'objet de dossiers. Guillaume a donc préparé un dossier tuto pour l'épisode supplément que vous aurez en fin de semaine, sans autre forme de procès. Guillaume, parlons tout de suite de l'affaire emblématique de cette semaine, parce qu'elle mêle, et on aime bien ce genre de mélange, actualité des nouvelles technologies, intrigue politique, presque intrigue policière, même internationale. Dis-nous tout, Guillaume. Pavel Durov a été arrêté. Exactement, il est beau comme un dieu, il est presque quarantenaire, il est milliardaire, c'est un chevalier de la liberté. Je parle pas de moi, là, malgré tellement de points communs, je parle de Pavel Durov, qui a été arrêté au Bourget, donc près de Paris, un dimanche dernier, alors qu'il descendait de son jet privé se faire un gueuleton avec une meuf, ils sont garde du corps. Et au passage, pour ceux qui pensent que je charrie avec, il est beau comme un dieu, tout ça, allez voir l'Instagram de Pavel Durov, sa virilité y est plutôt bien mise en valeur, d'ailleurs. Il se vante d'avoir plus de 100 enfants biologiques, donc ça doute encore bien plus de conquêtes. Il est russe, par ailleurs, né à Saint-Pétersbourg. C'est peut-être un truc de russe à faire des photos torse-poil dans les médias, ça, il a l'air de bien aimer. Avec des gros pecs et des abdos, ouais. Ouais, avec des gros pecs à cheval, ils aiment être à cheval aussi, j'ai l'impression, mais bon. Bon, allez, d'accord, je ravale mon envieuse amertume, mon fiel, comme ça, pour revenir au sujet. Pavel est milliardaire parce qu'évidemment, il a fondé le Facebook russe, V-Contact, qu'il a revendu quand ça a commencé à plus aller avec Poutine. Il a revendu, aujourd'hui, il est le PDG et fondateur de Telegram, qui est quand même une application de messagerie qui est utilisée par 1 milliard de gens, c'est beaucoup. Et son arrestation, c'est vraiment la surprise générale, et la mienne en particulier.
Et un énorme sujet, parce que Telegram, évidemment, est une application controversée, hein, c'est une messagerie qu'on pourrait aller jusqu'à qualifier de réseau social, puisque tu peux faire des groupes publics qui peuvent accueillir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Bon, c'est un secret pour personne, hein, Telegram, c'est utilisé pour des trucs illégaux, beaucoup. C'est pas vraiment un débat, que ça soit pour l'échange de films, de musique piratée, hein, ce qui est vraiment le tout début, on va dire, ou des trucs beaucoup, beaucoup plus crades, comme le porno pédophile, ou pas d'ailleurs, et les communications entre gangsters ou terroristes. Telegram, voilà, ou la drogue, bon, tout ce que vous voulez, voilà. Depuis quasiment toujours, hein, c'est une application qui est controversée, il y a énormément d'affaires dessus, ça sort régulièrement dans tous les médias, voilà, on va pas non plus revenir sur tous les trucs, mais de la même manière, Telegram est aussi utilisé par des gens comme vous ou moi, et dans mon cas d'ailleurs, pour de bon, vraiment, mois par mois. Et il est vital pour des journalistes, hein, des activistes de tous bords, donc voilà, qui sont pas d'accord avec les plans du gouvernement en place, hein, pour illustrer et résumer tout ça, Telegram est autant utilisé par les Russes que par les Ukrainiens. Mais bon, plus par les Russes quand même. Les Russes pro-guerre propagent de l'infox dessus, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que les Russes anti-guerre n'ont pratiquement pas d'autres canaux pour recevoir des informations qui viennent pas directement du Kremlin. Hein. Il faut noter quand même que Telegram est devenu quasi indispensable à l'armée russe dans son opération spéciale, n'est-ce pas, en Ukraine, qui l'utilise comme canal de communication quotidien. Hein. Et l'arrestation de Durov a suscité quelques inquiétudes. Alors, officiellement, Pavel Durov a été arrêté dans le cadre d'une enquête préliminaire, demandée par l'Office des mineurs de la police, l'OFMIN. C'est une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle il est placé en garde à vue, et ça peut durer jusqu'à mercredi. Il était d'ailleurs sur un fichier de personnes recherchées, hein, parce que Durov est français. Il est français entre autres. Ça. Il est russe, il est émirati, il est christophien aussi. Christophien, c'est-à-dire qu'il est citoyen de Saint-Christophe et Nieves, qui est une petite île des Antilles. Mais bon, donc il est français. Et il est recherché en France, donc il devait le savoir, hein, et de là à se demander pourquoi il est venu. C'est un petit peu un mystère pour l'instant. Ce qu'on reproche à Pavel Durov, c'est pas super clair. La liste des griefs officiels a été communiquée par le parquet hier, mais je suis pas sûr que ça le vise directement lui. C'est pas dit ça. Hein. Il est auditionné dans le cadre d'une enquête qui vise peut-être Telegram. Et ça, c'est pas parfaitement clair, en fait. Hein, si c'est contre lui, s'il y a des charges contre lui personnellement, ou si c'est des trucs, voilà, contre Telegram, contre des gens qui utilisent Telegram, on ne sait pas trop. Par contre, les chefs d'accusation, les griefs sont très très lourds. Il y en a 12 hein, déjà, ça fait beaucoup. Et donc, il est accusé de complicité pour, attention, détention, diffusion et acquisition d'images pédos, escroquerie en bande organisée, offre de matos de cybercriminalité. C'est pas écrit comme ça, mais je traduis la formulation imbitable. Ça, c'est les accusations juste de complicité. Et il y a aussi blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, administration d'une plateforme en ligne qui permet du crime organisé et refus de communiquer aux autorités les infos nécessaires pour faire le boulot. Et après, il y a 3 autres accusations encore sur le chiffrement qui sont assez bizarres finalement, mais qui en substance le reproche de ne pas avoir déclaré le chiffrement de Telegram. Alors je savais même pas que ça existait en fait, mais apparemment en France le chiffrement est légal, mais il faut le déclarer. Donc pourquoi tu dois le déclarer, du coup pourquoi faire, je sais pas. Et donc c'est quand même pas des petites plaintes, hein. Peut-être que tous les chefs d'accusation tiennent le précédent juridique que tu mets en lumière là, c'est vrai que c'est quand même hyper étonnant en fait, de devoir déclarer comme ça. Alors voilà, d'ailleurs, les règlements sur le chiffrement, franchement, j'en sais rien. Je veux dire, s'il n'a pas rempli les formulaires, la France, c'est le pays du papier, hein, c'est pas des formulaires. Donc, il n'a pas rempli le formulaire. Phobie administrative, allez hop. Ok, voilà, je sais pas, peut-être administrativement, il est en tort. Ça, c'est tout à fait vraisemblable, j'en sais rien. Après, on n'est pas super surpris non plus par le refus de coopérer. Telegram traîne les pieds, c'est pas un secret, le réseau se veut neutre au sens très libertarien du terme, et parfois c'est même revendiqué, hein. Mais parfois c'est pas soluble dans la loi de tous les pays. Alors justement, est-ce que Telegram, le truc c'est que normalement c'est la loi européenne qui prime sur ces grandes plateformes, mais Telegram, est-ce que c'est considéré comme un gatekeeper? Je crois pas. Je pense pas non plus. Donc je me suis posé la question. Est obligé de quoi? C'est pas complètement clair. Ça relève pas du DSA. Il est 6 probablement, mais de quoi il est obligé du coup? Est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il est obligé de coopérer avec les autorités? C'est pas complètement évident. Il est obligé sans aucun doute de modérer quand on lui montre un truc illégal, il est obligé de le virer. Ça, je pense que c'est... Donc déjà, s'il ne le fait pas, c'est un problème. Par contre, est-ce qu'il est obligé de collaborer avec les autorités? J'avoue que je ne suis pas complètement certain. Et donc, du coup, c'est délicat. Alors, en plus, est-ce que c'est lui qui est accusé ou pas? À mon avis, non. À mon avis, c'est pas lui qui est accusé nommément. Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est quand même... si c'est lui qui est accusé, évidemment... ça serait étonnant, ça serait assez étonnant parce que du coup, ça veut dire que le PDG d'une plateforme qui se modère pas, ou mal, est complice d'office des malfaiteurs qui l'utilisent. Et rendre directement responsable le propriétaire d'un réseau du contenu qui est posté, je sais pas à quel point c'est défendable ça. Hein.
Parce qu'alors, d'ailleurs, ça ouvrirait évidemment autant de portes que de fenêtres. Hein. Il y a des trucs, il y a des trucs bad sur Telegram, il y en a aussi partout ailleurs. Donc il va falloir arrêter Zuckerberg, il va falloir, parce que voilà, Instagram a un problème chronique de prédateurs sexuels, hein, ça c'est avéré. Facebook, il n'est pas utilisé que par des enfants de cœur. Il y a une insurrection qui s'est préparée dessus il n'y a pas si longtemps. Et tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de criminels sur WhatsApp. Twitter, on va pas vous faire un dessin, je veux dire, bon voilà, donc c'est-à-dire qu'il va falloir arrêter Linda Yaccarino et Elon Musk la prochaine fois qu'il passe à Paris. Je sais pas, c'est un petit peu étrange, je m'étonnerais qu'il soit directement inculpé de quoi que ce soit, je pense plutôt qu'il est entendu comme témoin pour l'instant, et après je sais pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'on manque encore franchement d'informations là-dessus, j'ai l'impression. Évidemment, cette arrestation, c'est une première, hein, parce que c'est quand même une plateforme énorme. Et en termes d'image, évidemment, c'est pas neutre, forcément, donc voilà, c'est très très diversement commenté sur Internet. Bon, évidemment, je suis curieux de savoir comment on va répliquer Telegram et Durov. Telegram a bien sûr affirmé qu'il ne violait pas la loi et qu'il respectait le DSA. Mais bon, c'est tellement énorme et en rapport avec tellement de sujets connexes aussi que bien sûr, voilà, c'est très compliqué parce que Telegram, forcément, il y a des théories politiques et géopolitiques qui sont très vite apparues. Hein. Voilà, avec la guerre en Russie, la désinformation, etc. À tel point que Macron s'est cru obligé de tweeter que non, ça n'avait rien à voir et que c'était pas politique, ce qui, bien entendu, n'a convaincu personne. Hein. Limite, c'est pire. Un peu comme d'habitude avec Manu 1, chaque fois qu'il s'en mêle, c'est pire. Va falloir attendre un peu. Écoute, la garde à vue se terminera de toute façon au plus tard le 28 août, ça dure 4 jours au max, je crois. Donc on verra donc ce que dit Pavel et Telegram hein, et les suites de l'enquête. On sera heureux d'avoir un petit peu plus d'informations parce que c'est quand même effectivement un gros dossier. Si jamais il est bien question des sujets de modération, de coopération avec les forces de l'ordre dans le cadre d'éléments de remontée, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que typiquement aux États-Unis, la section 230 le protégerait? Alors on n'est pas juriste, hein, attention, et encore moins internationaux, donc, mais c'est juste pour donner un aperçu de cette section 230 dont on a régulièrement parlé, Guillaume, et qui pour moi tendrait à protéger un petit peu quelque part le fait d'être attaqué sur ce genre de motif. Hein. Si encore une fois, c'est oui et non, voilà. oui et non, non. En fait, le truc c'est que aux États-Unis, t'es obligé de collaborer. C'est obligatoire. T'es obligé de collaborer avec je crois que t'es obligé de collaborer avec les. Si un juge arrive et te demande des informations et que tu peux les fournir... Juste sur la modération, du coup, alors, la section 230 le protégerait s'il était uniquement question de responsabilité de modération? Même pas? Oui, enfin, disons, tu ne peux pas être tenu responsable directement de ce qui est posté sur ton truc. Par contre, t'es quand même tenu de le virer quand on te le signale. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, la question qui est intéressante et qui est pas très technologique, mais moi ça m'interpelle, le mec est sous mandat d'arrêt, il vient en France, il se pose au KLM et il se fait arrêter. Alors est-ce qu'il avait oublié que c'était en France? Est-ce qu'on lui a dit par SMS, t'inquiète, tu crains rien, viens manger au resto, j'ai prévu le coup et qu'il a été piégé? Est-ce qu'il a l'habitude de venir et qu'au bout d'un moment il s'est fait pincer? C'est pas du tout technologique, hein, mes questions. Moi je suis plutôt dans le voici que dans le Tech Café. La question, c'est probablement il y croyait pas, parce que personne n'y croyait, je pense. Ouais. Personne ne s'attendait à ça, donc je pense qu'il y croyait pas, des masses, hein, déjà. Et après, est-ce que c'est suffisamment, parce qu'il a un jet privé, donc il se déplace en jet privé, donc ça veut dire que, est-ce que les autorités savent immédiatement, quand on se déplace en jet privé, quand quelqu'un atterrit quelque part? Ouais. Je sais pas à quel point c'est immédiat. Il y a des trucs, enfin, j'ai lu des trucs, mais bon, je sais pas à quel point, j'ai pas vérifié. Il y aurait des, des rumeurs, enfin des infos qui diraient que ce serait évident qu'il s'était posé à Paris parce que apparemment la meuf qui était avec lui avait envie d'aller à Paris et puis elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Et s'il te plaît. Il y a peut-être un truc comme ça, mais ça j'ai pas vérifié, je peux pas vraiment dire plus. J'ai vu passer effectivement les infos de surface que tu relais. Écoute, on suivra l'info et peut-être même qu'au moment où vous écouterez cet épisode, je sais pas, il y aura peut-être du nouveau, peut-être qu'il aura été relâché, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. L'avenir nous le dira, évidemment, vous pouvez l'imaginer si vous ne l'avez pas vu passer. Il y a un défenseur de Pavel Durov et de son arrestation, c'est Elon Musk, évidemment, qui s'est insurgé de cette situation. Guillaume, le truc, c'est que c'est insurgé contre quoi? Parce qu'on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui est reproché à qui. Mais pour lui, c'est évident. Non. Enfin, on muselle la liberté d'expression, Guillaume, enfin. Écoute,
On sait ce qu'il en est. Allez, on change tout à fait de sujet et on laisse Pavel Durov où il est. Par contre, on va repartir en Chine où, alors, je suis sûr que tu as peut-être préparé des analogies improbables, mais il y a deux géants du commerce international qui sont chinois, qui sont Chine et Temu, qui se font la guerre, Guillaume. Oui, alors c'est une autre guerre d'ampleur mondiale, hein, Chine versus Temu, hein, donc en l'occurrence c'est Chine. Parfois prononcé Chine par un podcasteur assez célèbre, qui accuse Temu de contrefaçon, de violation de propriété intellectuelle et de vol de données. Alors je sais, c'est à mourir de rire. C'est l'hôpital et la charité dans un octogone qui se mettent des coups de genoux Voilà, dans les côtes. j'étais sûr. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est presque un remplacement assez convenable du combat de free fight qu'on n'a jamais eu entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, quoi. J'étais sûr que tu trouverais des belles images. Franchement, c'est aussi divertissant. Question que je rajoute à ça. Alors qu'on a discuté ici même hein, de ces marques de fringues. Alors, ici même des marques de fringues françaises en particulier, mais pas que, bien entendu, qui se désespèrent de voir leur modèle recopié et vendu 6 fois moins cher sur Shein en, 2 jours. Le tout produit par des travailleurs qui sont pas trop syndiqués, quoi, dans des conditions discutables. Quant à Temu, on a aussi parlé plusieurs fois hein, pour dire tout le bien qu'on pense de cette monstruosité enfantée par un capitalisme en phase terminale autodestructrice. Là encore, choisissez votre poison. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Temu ? Tout, aberration écologique, contrefaçon, qualité pourrie, travail forcé, récolte abusive de données personnelles, gamification outrance et fausse promotion permanente. Le tout au service d'un business model absolument pas rentable. Et c'est peut-être ça le pire des crimes. Ce n'est pas rentable. Temu vous paye quasiment, littéralement même, pour recevoir ces merdes en plastique. C'est pas moi qui le dis, c'est Shein. Shein mentionne le chiffre de 30 à 50% de pertes sur chaque article vendu. Et il a sans doute raison d'ailleurs, parce qu'on sait que Temu est pas rentable et qu'il est sponsorisé à mort par PDD. Alors, toutes les autres accusations probablement sont aussi valables dans le cas de Shein, je pense qu'il a raison sur à peu près tout. Mais le truc, c'est que c'est cool parce que si Temu veut contre-attaquer, c'est facile, il prend la plaine contre Shein, il met du blanc. Copier-coller. Il met du blanc, il vire Temu, il met Shein à la place, et puis voilà, il envoie, c'est plié, c'est bon. Alors, c'est un peu moins palpitant que Godzilla contre Mothra, mais enfin, si vous aimez les combats de monstres en carton, ça peut faire l'affaire. Ça fait un peu les deux Spider-Man, tu sais, qui se pointent du doigt dans le même... Enfin, ils sont plus que deux d'ailleurs, ils sont 3. On continue, alors Guillaume, on revient alors plus près de la France, ou en tout cas, on revient en Europe, avec des nouveaux changements pour iOS concernant les usages en Europe. Elle exige de gros changements, alors pas pour Apple qui se voit même, ça se voit même dans son organisation interne, puisque selon Bloomberg, la division App Store sera divisée en deux, donc en gros la normale, de leur point de vue, et la partie qui s'occupe de comment mettre des bâtons dans les roues à ceux qui voudraient s'affranchir du magasin en Europe. Je traduis pour que ça soit plus clair. Matt Fisher, vice-président App Store, en profite pour partir d'ailleurs, et il y a donc 2 nouveaux boss sur l'App Store pour mieux gérer les challenges et les opportunités. De toute façon, le vrai patron de l'App Store, ça reste Phil Schiller. Et par ailleurs, les iPhones européens vont devenir beaucoup plus rigolos qu'ailleurs. Vous pourrez changer l'application par défaut pour un peu tout. Dans un premier temps, on aura les appels téléphoniques, la messagerie, le clavier, le gestionnaire de mots de passe, et pour le printemps prochain, on aura la navigation internet, la traduction et l'anti-spam. Pour couronner le tout, vous pourrez, si le cœur vous en dit, virer purement et simplement Safari et l'App Store de votre iPhone, et il n'y a que l'application... Voilà, on remarque l'application caméra et photo aussi. En fait, il n'y a que, je pense... Réglage. Ouais, c'est ça, réglage et l'application de téléphone, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, lors du lancement du navigateur, vous aurez le choix d'installer Firefox, Chrome, DuckDuckGo. Incroyable. Le choix du navigateur, ça nous rappelle des vieux souvenirs. Bon, j'imagine à quel point ça va être un scandale pour les cadres Apple en interne. Enfin bon, toujours est-il que il y a ça, et puis dernière news Apple, après l'événement Pixel de la semaine dernière, vous serez ravis d'apprendre qu'Apple va dégainer sa réponse le 9 septembre prochain. Ça concernera sans doute les iPhone 16, et l'accroche c'est « It's glow time ». C'est le moment de briller, ouais. Avec, on l'imagine, voilà, les nouveautés en intelligence artificielle qui vont être mises en lumière. Avec cette nouvelle version des iPhones, on le rappelle, l'intelligence artificielle avec des fonctionnalités qui ne sont dispo qu'à partir du 15 Pro, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais pour nous, pas du tout, de toute façon. Donc, pour nous en Europe, oubliez, mais technologiquement parlant, il me semble qu'il faut du 15 Pro minimum. Donc évidemment, les 16 vont pouvoir brandir cette innovation. Guillaume, un autre écho d'information, c'est du CrowdStrike, mais à nouveau, Guillaume. Oui, vous en aviez parlé cet été, la plus grosse bourde informatique peut-être de l'histoire, vu son ampleur mondiale et dans tous les secteurs. CrowdStrike a d'ailleurs reçu à la DEF CON la récompense du plus gros fail de l'année. Ils ne sont pas si contris que ça. D'ailleurs, l'action CrowdStrike avait perdu énormément de valeur assez rapidement, évidemment. À l'époque, elle était passée de 380 à 220 $ par là.
Et actuellement, elle a un peu remonté vers 270, mais elle reste quand même bien plus haute qu'il y a un an. Elle était même en dessous de $100 début 2023. Comme quoi, le plus gros fail de l'histoire n'a pas l'air de suffire à avoir raison de l'entreprise. Qui, voilà, comme on l'a vu, est aussi devenue une forme de centralisation dangereuse quand même, parce que moi je trouve ça hyper inquiétant. Mais bon, l'affaire n'est pas terminée, parce que déjà CrowdStrike est attaqué en class action par un fonds de pension, et surtout par Delta Airlines, qui l'accuse de lui avoir causé 500 millions de pertes. Et en plus, CrowdStrike, il n'est pas du sien, parce qu'il y a quand même une autre mise à jour récente qui a causé des baisses de performance très nettes et des bouts à rallonge sur des milliers et des milliers de systèmes en Europe. Bon, plus largement, le fail de CrowdStrike amène Microsoft à se poser des questions existentielles. Et après tout, il est quand même le seul système à avoir été touché. Et c'est quand même des écrans bleus Windows qui ont été vus par des millions de gens, et bon, ça la fout mal. Ça fait pas bonne presse. Ça la fout mal. Donc la raison, c'est aussi la grande liberté, le grand pouvoir que Windows laisse aux logiciels de sécurité, parce qu'en gros, ils sont dans le carré VIP, ils s'exécutent dans l'espace du noyau. Comme le système d'exploitation lui-même, en fait. Il n'est pas en espace utilisateur, les antivirus sont pas en espace utilisateur où sont normalement tous les logiciels. Donc cette latitude donnée aux antivirus, anti-malware, etc., voilà, c'est utile, parce que du coup, ils peuvent monitorer la machine de plus près, ils peuvent aussi prévenir très tôt les infiltrations. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que s'ils couillent, ils emmènent la machine entière avec eux. Donc pourquoi Microsoft est aussi libéral, alors que macOS, par exemple, l'est pas du tout? D'après lui, ce serait notre faute. Et ouais, c'est encore notre faute, c'est une décision de l'Europe en 2009 qui obligeait Microsoft à donner autant de pouvoir aux autres antivirus qu'aux siens, c'est-à-dire Windows Defender. Alors, selon les experts, ça force quand même pas Microsoft à aller aussi loin et à donner un accès au noyau de l'OS, quoi. Et Microsoft va faire une grosse réu, là, apparemment, avec des représentants de gouvernement, des acteurs de la cybersécurité, dont CrowdStrike, pour mettre tout carte sur table. Il n'est pas exclu qu'il y ait une remise à plat de la stratégie de Microsoft qui pourrait remettre en question le privilège accordé aux antivirus. Ça serait un séisme dans le milieu, parce qu'il faudrait revoir de fond en comble ce que peuvent faire ou pas les logiciels, ça permettrait de renforcer la résilience de Windows, et ça limiterait aussi certains services, donc on verra ce qui se dit à cette conférence. Tout révolutionner, ça serait très coûteux. Après, si CrowdStrike continue à déconner, ça serait peut-être valable. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus étonnant, mais bon, c'est vrai que voilà, il n'est pas le seul. Il y a SolarWinds qui est encore dans l'actu de la semaine dernière avec une autre bourde, puisqu'ils ont laissé un compte codé en hard dans un de ses produits, un compte qui permet de se loguer au calme et d'avoir accès à toutes les données. Bon, elle a un compte administrateur debug qui est resté apparemment dans le produit final. Ça la fout mal là aussi, et donc bon, écoute, on ne sait pas. Il y a peu de chances que qu'il y ait un changement aussi majeur que ça, mais va savoir. J'ai entendu d'autres visions de cette panne, Guillaume, qui étaient de dire c'est vrai que ça la fout mal, et puis tu évoques cette centralisation qui pose problème, et d'autres indiquent que, c'est un problème, mais en même temps, il faut aussi voir le verre à moitié plein, et les problèmes qui sont identifiés liés à CrowdStrike arrivent très vite à être résolus, et finalement, ça impacte pas beaucoup. Tu as envie, toi, de voir un petit peu le verre à moitié plein, ou est-ce que non, c'est vraiment trop problématique à tes yeux? Les problèmes arrivent, forcément. Tu sais, tu peux pas demander à une entreprise, quelle qu'elle soit, de ne jamais faire d'erreur. Ouais. Après, le fait que cette erreur se soit retrouvée dans le monde entier, ça aurait peut-être pu être évité, quoi. Disons qu'avec une diffusion des mises à jour étagées, au fur et à mesure, partiel, en fonction c'est vrai que ça aurait peut-être été moins grave. Le truc, c'est que qu'il y ait une panne et qu'il y ait une couille, ça arrive à tout le monde, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent pas tant que ça à CrowdStrike, parce que, ça arrive. Le problème, c'est que c'est arrivé, d'une manière tellement monstrueuse, ça peut-être que ça aurait pu être limité, quoi. Limiter les dégâts, je pense que là, quand même, ils ont quand même un peu chié. C'est la portée du problème. Un dernier mot, avant de changer un petit peu de rubrique et de retourner à des amours autour de l'intelligence artificielle, pour un petit mot de Donald Trump, qui est en course pour les élections présidentielles américaines. Il est question, Guillaume, d'un Donald Trump qui voudrait lancer une crypto-monnaie. J'ai du mal à y croire. Bon, il n'en rate pas une. Alors déjà, il a été hacké par les Iraniens. Alors ok, ça c'est pas de sa faute. Apparemment, l'Iran a essayé de hacker les deux camps en vue de la présidentielle. Une accusation réfutée par l'Iran, bien entendu. Perso, je me demande pourquoi ils iraient hacker Trump. C'est quoi? C'est pas leur champion déjà? Ils veulent lui donner des tuyaux? Je sais pas. Enfin bon. Enfin, on est là pour un autre délire, et là c'est carrément sa faute. Trump se lance dans la crypto, what else? Il avait déjà lancé ses NFT. Souvenez-vous, il avait lancé des cartes d'un kitsch qui sont indépassables. Je pense que c'est pas possible de faire au-delà. Et il pourrait lancer sa 4e collection. Je me rappelle. Et oui, c'est dingue. Donc Trump, qui, je le rappelle quand même, était violemment anti-Bitcoin quand il était président,
a déjà récolté plus de 25 millions de dollars de donations crypto. Et il s'est fait mousser lors d'une conférence Bitcoin à Nashville. Et il va lancer sa plateforme crypto qui s'appelle The Defiant One. Alors oui, c'est malin, parce que Defiant, comme défiant, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est écrit avec un gros D et un gros F comme DeFi, Decentralized Finance. Et ouais, ça c'est classe. Hein. Parce que ça fait trop longtemps que l'Américain moyen se fait tondre par les banques et la finance, hein, donc il est temps qu'il se fasse tondre par le clan Trump. Non, parce que, pourquoi ? Franchement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Trump se lance là-dedans ? Admettons, vous n'avez pas confiance dans les banques, tout ça. Admettons, ok, bon. Mais c'est quand même pas les cryptos qui existent déjà qui manquent. Avec des blockchains matures qui existent depuis des décennies, enfin qui existent depuis une bonne dizaine d'années, j'exagère un peu, mais... Puisque Bitcoin, c'est 2008. Mais pourquoi tu ne prends pas des Ethers, je sais pas, ou autre chose, ou des Bitcoins si t'en as rien à foutre ? Des cryptos et des bourses en crypto, c'est pas ça qui manque, hein, vraiment. Donc, vous voulez du décentralisé, donc pourquoi vous tournez vers une plateforme qui est rattachée à la personnalité de Trump ? Parce que tout ça est une affaire de famille en plus, hein. On utilise le papier et sa photo à l'oreille cassée pour la com, mais c'est les fistons qui vont gérer tout ça. Eric et Donald Jr., qui ont l'air très très impliqués. Quelle est la valeur ajoutée d'une crypto MAGA ? Avec une bourse crypto MAGA par rapport à ce qui se fait déjà depuis, 10 ans, je comprends pas. Donc la logique de tout ça m'échappe. En vrai, ils veulent juste surfer sur la vague anti-système à tout prix. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, puis Trump va où va le pognon, et donc il est devenu le champion de la crypto, donc il est poussé par le secteur, hein, et on se retrouve avec peut-être un président qui aura sa propre crypto perso, et qui jettera le discrédit sur les banques et la banque centrale de son propre pays. Ça, c'est vrai que ce sera inédit, il n'y a pas de problème. Alors, je sais pas si c'est une totale arnaque, un complet délire et un futur four, ou bien un avenir complètement dystopique, je sais pas. Allez-y, les paris sont Je mise pas sur l'avenir dystopique de mon côté, mais c'est vrai que le simple fait que ça puisse être évoqué dans un épisode de Tech Café laisse imaginer que c'est peut-être même déjà allé trop loin. On laisse ce sujet de côté, on en reparlera en fonction des nouveautés et on va enchaîner un petit peu effectivement sur d'autres sujets, un petit peu plus, comme je le disais, rapprochés à de l'intelligence artificielle avec Tiens, Guillaume, Anthropic qui serait peut-être allé chercher des sources de données pas forcément légales, j'ai l'impression. Non, mais comme tout, en fait. Non, dans la grande et longue série des attaques à corps entre les ayants droit et les boîtiers, on a les procès à corps de la semaine, et Anthropic se fait poursuivre par un collectif d'auteurs de bouquins, que je vais pas faire semblant de connaître, puisque les trois noms cités me sont totalement connus, hein, c'est Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Alors la plainte porte sur la présence d'œuvres piratées dans un dataset archi-classique en réalité, et très probablement utilisé par Anthropic pour entraîner son cloud, parce qu'il est utilisé par à peu près tout le monde, hein, parce que c'est The Pile, et un truc qui s'appelle Book 3, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est des trucs qui ont été utilisés pendant assez longtemps, qui sont utilisés par à peu près tout le monde, en tout cas qui étaient utilisés pendant à peu près tout le monde. Donc c'est une plainte qui rentre dans la famille de celle qu'on décrit comme la dernière fois, avec une problématique autour du fair use, hein, qui sera sans doute d'ailleurs la même pour les livres copyrightés, parce que c'est toujours pareil, on a fait un outil transformatif qui ne crée pas des copies, blablabla. Bon, confère l'épisode de la semaine dernière, parce que je pense que ça va très exactement la même ligne de défense qu'avec la musique et les images. Et puis sinon, faut pas être embêté, des fois le plus simple c'est de payer les Condés, hein, c'est ce que fait OpenAI, qui passe un accord avec Condé Nast pour pouvoir utiliser les articles de ces multiples marques, dont des trucs très très connus comme Vogue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, etc. Et donc c'est plutôt en rapport avec SearchGPT apparemment, SearchGPT, qui pourrait afficher du contenu issu d'articles de ces médias dans les résultats de recherche. Des accords qui mettent à l'abri OpenAI des déboires d'Anthropic ou de Perplexity, hein, qui a été accusé à répétition de plagiat, et qui a d'ailleurs lui aussi récemment passé des accords avec des médias comme Der Spiegel, Time, et même avec WordPress, avec la plateforme WordPress dans son ensemble. Donc c'est une solution qui ramène toujours un peu de fric, ça c'est sûr, mais bon, qui est loin d'être idéal. Après tout, un journaliste lambda ne doit pas être ravi à l'idée qu'on ne lit sa prose que remâchée et résumée par un chatbot. Et puis en plus, selon les bouquets d'accords qui ont été signés par tel ou tel moteur de recherche, ça veut dire que tu n'auras pas exactement les mêmes résultats, et que donc tu vas créer des silos comme ça de médias. Enfin, c'est quand même bordélique, cette histoire. Un contexte qui ne semble pas vouloir s'éclairer, et puis on est un peu en peine de trouver une solution, une situation idéale par rapport à tout ça. On voit l'histoire se dérouler un petit peu sous nos yeux. Et puis, on voit aussi les usages qui arrivent entre nos mains, Guillaume, parce que les Pixel 9 dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, ils commencent à être testés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire, Guillaume ? Est-ce qu'il faut recommander l'acquisition d'un Pixel 9 aux auditeurs de Tech Café ? Ben oui, ils ont été testés par divers médias, et côté matériel, sans surprise, c'est des bons téléphones, hein, c'est des téléphones haut de gamme, à des prix haut de gamme, et écoute, ils sont bien. Si on s'arrête du point de vue purement matériel, on passe d'ailleurs à côté de 90% du téléphone, et ce qui fait qu'en réalité,
ce téléphone est l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, en fait, c'est pas un mec, hein, c'est un téléphone mobile. Voilà, et ben oui, c'est ça. Qui l'eût cru. Et qui l'eût cru. Parce que oui, il sera séduisant, il va vous convaincre, il va convaincre tout le monde de voir comme lui, il va établir une nouvelle norme, une nouvelle religion, et ça amènera à la fin des temps. Et c'est à peine déformé ce que pense The Verge du Pixel 9. Je résume un petit peu ce qu'ont écrit les journalistes. Alors, ce qui est en cause de cette réaction quand même assez paniquée, je dois l'avouer, non, franchement, hein, c'est ça, j'ai rarement vu comme ça. En cause, c'est sa capacité à modifier les photos d'une manière à la fois extensive, très accessible et très convaincante. Alors, quand j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai mentionné qu'on pouvait rajouter des montgolfières dans le ciel, des fleurs, des oiseaux, ce genre de trucs. Une personne et en je plus. pensais sincèrement que l'outil serait largement plus restrictif que ce qu'il est manifestement. Parce que pour appuyer leurs propos, les journalistes ont édité des clichés qu'ils ont pris et manipulés à la volée sur leur joli Pixel tout neuf, et on peut simuler des accidents de voiture, des incendies, des inondations, des hélicoptères écrasés dans des lacs, qu'on peut poster sur Telegram après, des énormes trous dans les routes, on peut faire passer sa copine pour une alcoolique ou une junkie, en rajoutant des bouteilles de vin ou des seringues à ses pieds, même des rails de coque. On peut rajouter des cafards dans un plat d'un restaurant qui vous a pas plu avant de poster ça sur Yelp. Et bien sûr, rien ne vous empêche de créer de faux clichés d'époque. Voilà, du matériel de studio sur une photo d'astronaute, voilà, et que vous postez ensuite sur la communauté conspi qui vous intéresse. En fait, moyennant un petit peu de créativité sans doute, je suppose qu'on ne peut pas demander directement un rail de coque, mais bon, voilà, tu demandes de la farine, j'imagine que ça suffit. Eh bien, les Pixel 9 sont devenus des usines à infox, des usines simples à utiliser, qui donnent des résultats photoréalistes, en tout cas largement assez convaincants pour devenir viraux. Alors évidemment, pour les connaisseurs, on pourra toujours me dire, oui, c'était déjà le cas avant. Photoshop, ça existe depuis des 20 ans, et puis de toute façon, même ce que j'ai décrit là, c'est de l'in-painting en fait, et l'in-painting, les auditeurs de Tech Café en font peut-être depuis 1 an et demi. C'est vrai, mais l'accessibilité d'une tech est aussi importante que la tech elle-même, et le ticket d'entrée, là, c'est juste d'avoir un pixel, et d'ailleurs, bientôt, ce sera juste d'avoir un téléphone. Donc virtuellement, le ticket d'entrée, il est gratuit. Et donc, entre l'amélioration de la tech et sa massification, The Verge, il est inquiet. Il est inquiet comme assez rarement, et donc en 2024, voilà, c'est l'année zéro pour eux, et pour moi aussi, d'une nouvelle ère où la photo cesse d'être une reproduction de la réalité. Bientôt, par défaut, on va devoir considérer une image vue sur Internet, une image random comme ça, vue sur un réseau social qui sort comme une fiction. Pour l'instant, bien sûr, c'est exagéré. Pour l'instant, le faux reste encore l'exception par rapport à la masse énorme des images publiées, mais assez vite, ce sera plus si clair que ça, et l'authentification des clichés, leur traçabilité va devenir un enjeu très important. Moi, je serais curieux d'avoir des réactions des auditeurs et des auditrices qui écouteraient cet épisode en ce moment, et qu'ils n'hésitent pas à venir réagir dans le channel réaction de Discord ou dans les commentaires sur techcafé.fr pour dire, honnêtement, en écoutant leur petite voix intérieure, quand ils tombent sur des images qui sortent de l'ordinaire, au hasard, un portrait de Pavel Durov avec ses pecs à l'air, combien est-ce que pendant au moins une petite fraction de seconde, se pose la question par automatisme, est-ce que c'est vrai ça ? Et ce petit doute qui commence à s'immiscer dans notre réflexion et dans notre perception des images et qui va arriver demain pour les vidéos, elle va être facilitée effectivement par les smartphones. C'est peut-être pas encore le jour J de l'apocalypse, mais c'est comme dans la chanson d'Iron Maiden qui fait référence à l'horloge de l'apocalypse, c'est 2 minutes avant minuit, quoi. Je sais plus où on en est, tiens, il faudrait que j'aille voir à quelle heure on est là de l'horloge de l'apocalypse. Guillaume. Je sais plus si c'est son nom exact, je me trompe peut-être de nom. 59-45, je sais pas. Ouais, c'est ça, je vais aller regarder en parallèle. En attendant, pendant que je vais regarder, tiens Guillaume, est-ce que tu peux pas nous parler de la résistance qui s'organise ? Parce que dans ce monde où l'intelligence artificielle se répand de plus en plus dans nos usages, et tu viens de l'illustrer, il y a des services qui veulent faire de la résistance. Ouais, alors évidemment, tout ça, bien sûr, les IA génératives, tout ça, ça suscite plein de réactions, parfois des prises de position, et malheureusement, ça génère aussi l'émergence de camps, quoi, voilà. Et James Cuda, PDG de Procreate, il a choisi le sien, il le dit en vidéo, il dit, je cite, « Je déteste vraiment l'IA générative, je n'aime pas ce qui se passe dans l'industrie, et je n'aime pas ce que ça fait aux artistes, nous n'allons pas introduire d'IA générative dans nos produits sont toujours conçus dans l'idée qu'un humain va créer quelque chose. Vous savez, nous ne savons pas exactement où va cette histoire ni comment, mais voilà, en gros, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour soutenir la créativité humaine. » Et là, je me dis quand même que s'appeler CUDA et ne pas aimer l'IA, c'est quand même un comble. Mais bon, CUDA, Nvidia, vous l'avez, bref. Donc, disons, le logiciel favori des graphistes sur iPad, Procreate, donc, que je connais pas perso d'ailleurs, mais moi je passe une version Mac, voilà, ne proposera donc jamais d'outils génératifs, comme le fait du reste Adobe, donc concurrent frontal.
Alors c'est bien sûr aussi une manière de se positionner, de se différencier par rapport aux rivaux. C'est assez casse-gueule, quand même un peu, parce que c'est un engagement lourd, hein, et si dans le futur, comme c'est quand même assez probable, tout ça se normalise, voire se banalise totalement, bah, ce sera quand même un petit peu difficile de se dédire. Mais bon, même si c'est pas le cas, c'est toujours un peu triste de voir une communauté se fracturer, se polariser, quoi. Parce qu'il y a aussi plein de créateurs, d'artistes, hein, qui utilisent ces outils et qui les incluent dans leur routine de travail. Et avoir deux camps, un pro et un camp des pros, un camp des anti, pour moi, je trouve ça assez triste et pas très constructif. Mais bon. Après, évidemment, tout le monde est libre d'utiliser ou pas ces trucs, hein, bien entendu. En parallèle, je suis allé regarder évidemment, hein, vous vous en doutez, j'ai fait mes révisions. L'horloge de la fin du monde, c'est son nom officiel, mais elle s'appelle aussi effectivement parfois l'horloge de l'apocalypse, Doomsday Clock en anglais. En fait, c'est un concept, hein, qui a été créé en 47. Je cite très explicitement la page Wikipédia de manière très habile. Et en fait, ça utilise l'analogie du décompte vers minuit pour, en gros, alerter sur le danger de la disparition de l'espèce humaine. Évidemment, ça a fait suite à la prolifération des armes nucléaires. Ça prend en compte un certain nombre de menaces, qui soient nucléaires, écologiques et technologiques. Et alors, Guillaume, à ton avis, je ne sais pas si tu as regardé en parallèle, mais est-ce que Non. tu sais quelle heure il est, là, présentement, en Je 2024 sais pas, 23h58. Il est 23h58 et 30 secondes. Tu seras heureux de remarquer que ça c'est s'est pas Pixel 9, empiré ça. plus que ça. C'est peut-être le Pixel 9. 30 secondes. Et le meilleur moment, parce qu'il y a l'historique sur la page Wikipédia, c'est trop bien, le moment le plus favorable par rapport à cette horloge, c'est en 1991, parce que, et donc là il n'était que 23h43, parce que l'URSS et les États-Unis ont signé le traité de réduction des armes stratégiques et dislocation de l'URSS. L'horloge était alors au plus loin de minuit à cette époque-là, et depuis elle n'a cessé de se rapprocher. Plus que 30 secondes peut-être. Tout cela est extrêmement réjouissant, donc passons plutôt à d'autres choses. Est-ce que tout simplement ça diffuse ou ça régresse, Guillaume ? Ben, on est en plein dans le sujet, donc quand on parlait de quelques nouveaux modèles, nouvelles recherches de la semaine, on y a d'ailleurs, en commençant par Jamba, qui est une nouvelle architecture, une hybride entre Transformer et Mamba, qui est donc un autre type, on en avait déjà parlé, on peut pas. En tous les cas, Mamba est une architecture différente qui essaye d'avoir un petit peu ce que les Transformers n'ont pas, et voilà. En gros, on essaye avec Jamba de réunir le meilleur des deux mondes, donc on a des blocs Mamba pour la mémoire à long terme, parce qu'en fait c'est là où Mamba est le plus efficace, hein, sur les longs contextes. Et puis on intercale quelques blocs Transformer classiques, hein, pour préciser la mémoire à plus court terme, et pour simplifier, c'est à peu près ça. Par ailleurs, Jamba est aussi un mélange d'experts, hein, qui essaye donc de limiter la puissance de calcul demandée, même si c'est au prix de plus de mémoire. Donc c'est un truc multicarte, c'est plutôt efficace, mais c'est la course, c'est la course pour tout le monde, et donc évidemment, c'est AI21 donc c'est la boîte qui fabrique les Jamba, qui se sont dit qu'il fallait un petit peu mettre à jour, donc il y a un nouveau Jamba qui est arrivé, qui s'appelle le 1.5, qui est librement téléchargeable. D'ailleurs, il y a même deux versions, une mini et une énorme, qui sont sur Hugging Face. Et la promesse, c'est d'avoir un modèle qui soit réellement efficace sur de très longs contextes. On parle ici de 250 000 mots, ce qui est désormais plus aussi impressionnant qu'il y a seulement 6 mois, hein, puisque les derniers Llama 3.1 des Meta, qui sont aussi open source, ils permettent 128 000 mots de contexte, et Mistral Nemo autant. Malheureusement, si on fait les tests, si on fait des tests, il y a une benchmark qui s'appelle Ruler, qui sont spécialisés là-dedans. Les tests, ils sont pas tout à fait d'accord et montrent finalement que l'efficacité des modèles, elle baisse assez rapidement quand le contexte augmente, sauf pour Jamba, qui apparemment reste très efficace sur de très très longs contextes. Alors, c'est des très gros modèles, c'est des mélanges experts, donc souvent c'est des modèles qui sont plus gros, mais eux, ils sont vraiment... Jamba, le plus gros, il fait 400 milliards de paramètres, il faut vraiment avoir beaucoup de mémoire. Tout ça pour pas être forcément meilleur que Llama 3.1 de taille médium. Mais bon, après, il y a la mémoire d'éléphant qui pourrait être un argument ou pas, alors on verra à quel point le compromis est intéressant. En tout cas, cette problématique de la mémoire, elle est importante aussi quand on se pense sur le futur, c'est-à-dire sur la future génération des IA qui sera inévitablement multimodale. Alors, on parle pas mal ici de cette révolution, hein, qui consiste à faire affaire à des IA qui peuvent comprendre et générer d'ailleurs aussi toutes les modalités à la fois. Donc du texte, du son, des images, de la vidéo, des objets 3D, tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que vous pouvez tokeniser. L'idée, c'est effectivement de tout exprimer avec une suite de jetons, de tokens, hein, qui sont juste des références dans un gros dictionnaire, hein, tout simplement. Hein. Ce sont des entrées dans un énorme dictionnaire qui permet de traduire donc une suite de tokens en images, en sons et inversement. Le principe de fonctionnement restant le même, hein, on prédit la probabilité du token qui suit, et on le choisit, puis on le rajoute au contexte, et puis on recommence, c'est ce qu'on appelle la génération autorégressive. Et du coup, tout se retrouve comme une suite de tokens, dans une grande fenêtre, comme ça, dans un grand espace mémoire, dans une grande fenêtre. Et cette fenêtre, elle doit être d'autant plus grande qu'on a des modalités qui sont plus complexes et donc plus consommatrices de tokens, parce qu'une image, évidemment, c'est pas mal de tokens,
Une vidéo, c'est encore beaucoup plus de tokens, etc. Donc la problématique de la mémoire et des modèles multimodaux, elle est quand même vraiment importante, hein, d'où des essais aussi, voilà, des recherches et des essais pour voir ce qui marcherait le mieux. Et il y a des Chinois qui ont du coup essayé d'utiliser un Mamba pour générer des images sans diffusion, d'une manière autorégressive, donc de manière totalement différente de Stable Diffusion, DALL-E ou Midjourney. C'est des images qui sont découpées en petits bouts, les bouts sont associés à des jetons, donc discrétisés, hein, ce qui est une forme de compression, bien entendu, hein, donc c'est un petit peu destructif. Puis utilisé pour entraîner un modèle qui ressemble, comme de Goudo, à un modèle de langage standard, hein, qui utilise des jetons, sauf qu'il n'y a pas que des mots dedans, dans son dico. Donc Mamba, qui est plutôt doué pour les corrélations à long terme, justement, parce qu'il a une mémoire qui est assez longue comme ça, mais qui peut par contre avoir une version plus floue à court terme, s'avère quand même pas mal adapté à la génération d'images. Parce qu'il peut y avoir des corrélations à long terme, en fait, hein, c'est-à-dire que, voilà, on peut avoir, comme c'est une image, voilà, vous avez beaucoup de jetons qui, quelque part, représentent une seule et même chose, quoi. Donc il y a quand même des corrélations à long terme. Et donc, Mamba est utilisé pour, voilà, cracher les morceaux des images les uns après les autres, et puis après, on a une photo, quoi, à la fin. Et finalement, les Chinois se sont rendus compte qu'on pouvait fabriquer un modèle comme ça, qui fonctionne pas mal, finalement, qui donne une qualité à peu près photoréaliste, qui est pas loin de celle des modèles de diffusion, pour des photos qui sont encore petites, puisque c'est du 384 par 384, mais c'est prometteur. Donc il se pourrait que dans un avenir proche, les modèles de langage et les modèles de génération d'images soient totalement fusionnés. C'est qu'on ait un seul gros modèle, qui soit autorégressif, et qui permette non seulement de générer, mais aussi d'éditer l'image avec du langage naturel. C'est-à-dire que vous demandez une image avec un prompt, comme vous faites maintenant, et puis vous pouvez discuter directement autour de l'image, lui demander de modifier l'image, vous discutez, le chatbot, en fait, imagine ce que vous lui demandez. Il peut même vous faire des suggestions, quelque part, voilà, vous donnez des variantes, etc. Changer des éléments précis à l'intérieur de l'image. Et vous pouvez imaginer que ça pourrait fonctionner aussi avec d'autres modalités, comme la musique par exemple. Vous auriez un cadre unifié pour un générateur autorégressif qui puisse tout générer et vous pouvez interagir avec tout. Enfin, c'est ça, à mon avis, le futur. On a le temps de voir venir, ça va arriver, quoi, pas avant le Pixel 10, peut-être. Oui, bon, ça arrivera pas avant le mois d'octobre. Ouais, c'est ça, pas avant le mois d'octobre. Guillaume, tes amis les chatbots s'apprêtent à parler un langage qu'on n'avait pas vu venir. Oui, deuxième article dont j'avais envie de parler rejoint ce thème, en fait, hein, c'est faire générer des images par ce qui est essentiellement des modèles de langage. Modèles de langage. Un générateur autorégressif. Tout à l'heure, je parlais de la tokenisation des images. Alors, c'est un point qui est en fait assez complexe, qui a nécessité beaucoup de recherche et beaucoup de travail, en fait. Prenez une image et coupez-la en morceaux, je sais pas, des morceaux de 8 par 8, par exemple. Vous avez combien de morceaux possibles de 8 par 8 ? En pratique, vous en avez une infinité. Alors techniquement, non, bien entendu, vous avez 2 puissance 64, hein, si vous restreignez au monochrome, vous avez 2 puissance 64, mais bon, c'est déjà inimaginablement grand en couleur. Voilà, bon, vous avez l'idée, c'est virtuellement une infinité de morceaux possibles. Et donc, compresser une image en trouvant un catalogue de morceaux qui ne soient pas trop nombreux et qui reproduisent un nombre de cas suffisamment grand pour couvrir un grand nombre d'images, c'est très compliqué. À tel point qu'il a fallu le faire aux machines elles-mêmes. C'est-à-dire en fait qu'il a fallu leur demander d'apprendre une représentation compacte des images, de toutes les images. En pratique, on leur a montré donc des millions d'images pour leur donner un échantillon de ce quoi ça peut ressembler à une image. On leur a demandé d'apprendre une représentation avec moins de chiffres, en gros, qui soit plus compacte, qui soit la plus efficace possible, compte tenu des images qu'on leur a montrées. Et une fois que c'est fait, c'est cette représentation-là, finalement, qui se manifeste comme un paquet de vecteurs dans un espace multidimensionnel. Et ce paquet de vecteurs, on va les discrétiser. Parce que ces vecteurs, en fait, sont des vecteurs dans un espace continu. C'est pas, il n'y a pas de grille, quoi. Voilà, ils peuvent se déplacer de manière continue dans leur espace multidimensionnel. Et donc, ils sont continus, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rattacher à des points d'une grille. On va discrétiser ce truc-là. Et discrétiser, ça veut dire, en fait, on a une grille, et cette grille, on a à chaque fois un point qu'on va associer à un élément, quoi, une espèce de morceau d'image qui est typique, qu'on va utiliser, et qu'on va regrouper dans un dictionnaire de vecteurs. Et c'est ce dictionnaire de vecteurs qu'on va utiliser pour tokeniser l'image, en fait. Donc ça veut dire que la tokenisation se fait dans l'espace latent. Donc, et en plus, dans l'article précédent, ils ont été obligés de rajouter un codage positionnel sur les tokens pour éviter les artefacts, parce que l'image n'est pas linéaire, c'est en 2D, bref. Bon, là, normalement, vous vous dites que c'est quand même vachement compliqué, cette histoire. Hein, c'est quand même vachement compliqué, cette histoire. Ouais, voilà. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que les chercheurs de l'Université de Washington et de FAIR, de Meta, tout ça, ils se sont dit que c'était quand même lourdingue, c'est quand même pas mal casse-pied, tous ces machins. Et ils se sont dit, en plus, en vrai, ce qu'on veut, c'est des représentations efficaces des images. Donc les représentations efficaces, c'est quoi ? En vrai, c'est les compresser. Et des moyens de compresser les images, on en a déjà des caisses. Et à commencer par le JPEG, tout simplement. Mais bon, les modèles de langage, ils parlent pas JPEG.
Bah, écoute, t'inquiète, Popiette, il y en a, on peut qu'à les entraîner pour ça. Ils peuvent apprendre à parler n'importe quelle langue, pourquoi pas le JPEG. Et c'est comme ça que le bien nommé JPEG LM, qui fait 7 milliards de paramètres, a été entraîné de 0 sur 23 millions d'images, des petites images, hein, codées en JPEG. Alors, codées, et bon, alors voilà, en grosso modo, ils ont appris à donc parler le JPEG à l'octet, avec quelques trucs, ils ont rajouté des sortes de marqueurs spécifiques au format de fichier pour que ce soit plus simple à assimiler, pour qu'ils apprennent un peu plus vite. Donc en fait, ils ont un dictionnaire qui fait 320 entrées, 320 tokens, c'est tout. Et ça suffit. Et après quoi, on a coupé des images, on a pris des images, on les a coupées en 3. On a encodé donc les morceaux en JPEG, et puis on a demandé au modèle de compléter le tiers d'image. Et puis après, du coup, ils ont parlé le JPEG pour tout simplement compléter l'image, pour faire une image complète. Et c'est pas foufou, honnêtement, c'est pas incroyable, mais c'est pas vraiment pire que les autres méthodes. Et ils se sont dit, voilà, c'est pas terrible, mais quand même, ça marche, alors que ça pourrait ne pas marcher du tout. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de faire pareil avec les vidéos. Et donc, ils ont entraîné un modèle à parler le H264, à parler le AVC. Donc, sur des vidéos de toute petite taille, et franchement, c'est presque meilleur qu'avec les images. Donc, c'est drôle. Donc voilà, donc ils ont un truc qui s'appelle AVC-LM, qui a pas fait donc d'accident vasculaire cérébral, hein, c'est l'autre nom de H264, et ce truc-là, en fait, il arrive à prédire, quelque part, les images qui suivent en parlant directement en langage compressé. Bon, c'est très préliminaire, mais je trouve ça très amusant de voir que les chatbots pourraient un jour, en plus de parler français, chinois, japonais, ils pourraient juste parler JPEG, quoi. C'est quand même assez rigolo. Après tout, c'est un langage comme un autre. Hein. Allez, on va attendre qu'ils arrivent à parler aussi le JPEG. Du coup, tu dis c'est presque meilleur en vidéo. Le GIF alors, peut-être, non Ce serait possible, mais le JPEG est beaucoup plus efficace à compresser. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, c'est parce que l'idée, c'est quand même de prendre un truc qui compresse déjà beaucoup. C'est ça qu'on cherche. Ouais, bien sûr. Écoute, parfait, merci. On va continuer avec les innovations toujours remarquables de Meta. Vous savez, hein, le groupe derrière Facebook, Instagram, WhatsApp à la paternité de Mark Zuckerberg, avec une famille de modèles qui permet d'avoir une vision de l'humain dans le cadre de tâches. C'est ça s'appelle Sapiens en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de Meta, on peut mentionner rapidement qu'ils viennent de mettre à disposition une série de modèles, effectivement, Sapiens, qui a pour fonction l'interprétation des mouvements et des formes et des poses humaines. Alors, Sapiens peut détecter plein de choses. Il peut détecter la pose de quelqu'un dans une photo, donc il donne le mannequin, enfin, il donne une sorte de mannequin comme ça, avec la pose du gens qu'il y a dans la photo. Il peut segmenter les parties du corps, donc voilà, dire ça c'est la tête, ça c'est la main gauche, ça c'est la main droite, ça c'est ça c'est ce que vous voulez, bon voilà. Il peut estimer la profondeur aussi, donc il estime la profondeur du corps, donc vous pouvez avoir une reconstruction en 3D d'un corps humain à partir d'une photo, c'est extrêmement précis. Et il y a aussi les normales. Les normales, c'est pour reconstituer les réactions de la lumière en fait sur le corps, quoi. Alors, de manière plus fine, on va dire que c'est pour avoir une représentation 3D un petit peu plus fine. Et donc tout ça, ça veut dire que à partir d'une photo ou d'un flux vidéo, hein, vous pouvez faire un tracking de gens, vous pouvez avoir donc la pose du quelqu'un, vous pouvez savoir où se trouve sa main droite, vous pouvez avoir une représentation en 3D de ce qu'il fait, etc. Et donc ça, c'est très intéressant, évidemment, pour traquer les gens, hein, voilà, pour la surveillance, ce genre de truc. Mais c'est aussi très intéressant pour les effets visuels, et voilà, probablement un jour pour l'interprétation de mouvements par votre robot de compagnie. Mais ça, par exemple, on peut imaginer que on puisse utiliser ce genre de truc pour appliquer à, par exemple, des modèles 3D, ou des personnages générés par IA aussi, d'autres personnages générés par IA, des poses, des formes, etc., les silhouettes des gens. Tout ça est, disons, c'est pas totalement nouveau, hein, parce qu'il y a déjà des modèles qui font ça. Sapiens le fait apparemment mieux. Apparemment, c'est l'état de l'art en la matière, donc il est rapide et très très précis. Et il est gratuit, c'est-à-dire que c'est encore un truc open source qui est donné par Meta. Allez le chercher sur GitHub. Le nouveau Papa Noël de l'IA. Oui. Oui, évidemment. Et Noël est en avance, mais bon, il faut peut-être s'y prendre en avance, vu, à mon avis, tout ce qui va arriver d'ici au 25 décembre. Et puis, on termine, parce que du coup, ils arrivent à avoir une représentation humaine, Guillaume, maintenant, ces modèles, ces intelligences artificielles. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils ne pourraient pas avoir une compréhension du monde qui nous entoure, tout simplement ? Écoute, peut-être, mais c'est pas du tout... on va pas parler vraiment de ça. On va parler d'un truc qui, comme d'habitude, essaie de partir petit, parce que sinon c'est trop compliqué, puis on n'y arrive pas, donc on va partir tout petit. Okay. Et on va rester modeste. On va parler d'un autre article, donc encore, qui rejoint d'autres travaux que j'avais déjà relayés. Alors,
Je veux dire, là, en supplément, hein, donc, la plupart, je pense, hein, sur la possibilité de détecter dans le modèle des représentations du monde extérieur. Attention, de leur monde extérieur, donc pas du monde, pas de votre monde, du monde de l'IA qu'on a entraîné. C'est-à-dire de ce qu'elle, par exemple, on parle de modèles qui sont très petits et très spécifiques. Donc, par exemple, dont le monde se résume à des parties d'Othello. Tu vois. Donc c'était le cas dans l'article que que je citais en supplément. Là où on est dans un cas qui est à peu près pareil au niveau de la complexité, c'est que le monde, c'est une grille dans laquelle on déplace un petit robot, une grille avec des petits obstacles comme ça, hein, voilà. On déplace un petit robot et avec des programmes. Un programme super simple du type tourne à droite, avance, tourne à gauche, avance, place un marqueur, etc. Et donc, dans ce dernier cas, on va entraîner un modèle de langage uniquement à faire ça, uniquement à déplacer un robot dans une certaine mesure. Alors, c'est pas une chatbot qui va causer avec vous, hein, pas du tout. On lui donne une configuration de départ et une configuration d'arrivée, sous forme d'une suite de texte, voilà, qui décrit l'état de la grille en input et en output, quoi. Et puis après, on attend de lui qu'il fasse le programme qui fait passer la grille de l'état d'entrée à l'état de sortie. Et donc, on lui explique jamais rien. On lui montre juste des millions d'exemples, totalement synthétiques, hein, de comment ça se passe, et puis c'est tout. Et la première constatation, c'est qu'au bout d'un moment, ça marche. C'est-à-dire, dans une grande majorité des cas, le programme est 100% juste, quoi. C'est-à-dire, il fait ce qu'il doit, tout à fait. Il sait, voilà, si tu lui donnes 2 configurations, le modèle de langage, il sait donner le programme qui passe de l'une à l'autre, et ça marche très bien. Parfois, il reste des erreurs, celle-là, mais globalement, sans règle explicite, le truc apprend comment faire. Alors, le pas d'après, c'est d'essayer de tenter de rentrer dedans le modèle, et de voir ce qui s'y passe, hein, autant que possible. Et là, les chercheurs ont réussi à créer des sondes qui apprennent à interpréter les états internes du réseau. Et avec ça, ils peuvent voir que ce modèle possède une représentation interne de la grille. Ça rejoint effectivement les travaux de dissection dont tu nous avais parlé. Voilà, sauf que là, c'est plus une espèce de... D'analyse avec des repères. Quoi. Ouais, de radiographie, quoi. Voilà, on essaie de faire une espèce de radio, tout simplement, du modèle, hein, si on veut vraiment être... C'est cette idée-là. Concrètement, il y a des parties du réseau qui représentent l'état actuel supposé de la grille et qui changent au fur et à mesure que le modèle sort des tokens, c'est-à-dire sort le programme pour la modifier et arriver à l'état demandé. C'est comme s'il visualisait l'état de la grille au fur et à mesure qu'il la modifie dans sa tête, entre guillemets, hein, comme on le ferait, nous, dans notre tête, c'est-à-dire, voilà, t'écris le programme, donc je sais que ça va se déplacer là, puis ça va se déplacer là, etc. Et donc, il a développé cette représentation-là, qui est cohérente avec le programme qu'il fait, sans qu'on lui demande, sans qu'on l'entraîne pour ça, ni rien, c'est spontané. Et c'est un résultat qui est cohérent aussi avec ce qu'on avait raconté à propos d'Othello, parce que, en fait, c'est pour Othello, donc le réseau avait appris à jouer uniquement par l'exemple, hein, pareil, et il avait, pareil, une représentation mentale aussi du plateau de jeu. Donc c'est des travaux qui essayent aussi de s'assurer que c'est pas une surinterprétation. Parce qu'en réalité, cette radiographie qui est faite par une sonde, c'est une sonde qui est un réseau elle-même. C'est-à-dire c'est elle-même un réseau de neurones. La sonde, en fait, elle apprend à comprendre parce qu'il faut bien voir que l'état du réseau, c'est quelque chose qui est pas du tout lisible. L'état interne du réseau, c'est pas quelque chose qui est compréhensible par des humains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fabriquer d'autres réseaux qui sont capables d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur du gros réseau. Donc c'est des petits réseaux qui apprennent en fait à comprendre le gros quelque part. Hein. Et du coup, on pourrait se dire, mais il y a peut-être une surinterprétation de la sonde. C'est peut-être la sonde qui crée, qui génère la représentation du monde et pas le réseau lui-même. Et donc il y a eu des travaux spécifiquement pour s'assurer que la sonde en fait n'était pas aussi intelligente que ça quelque part. Et que si on changeait des petits détails qui ne devraient pas la perturber, en fait, ça la perturbe complètement, ce qui montre qu'en fait, la sonde, elle ne surinterprète pas. Elle regarde juste ce qu'il y a dans le réseau et elle nous rend apparent des choses qui sont invisibles a priori, quoi, hein, qui sont incompréhensibles a priori. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'a priori, effectivement, ces structures à l'intérieur du réseau correspondent bien à une image du monde du réseau à lui, hein, c'est-à-dire de cette grille, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc ça c'est très intéressant, il ne faut pas surinterpréter ces résultats, ça s'applique encore une fois à des modèles minuscules et expérimentaux, néanmoins ils sont quand même utiles pour se rendre compte de la complexité de ces trucs et essayer d'aller un petit peu au-delà de la description de perroquet stochastique, qui, si elle est techniquement pas fausse, est je trouve trop réductrice. C'est toujours dans l'optique d'essayer de mieux comprendre ces modèles et de ne pas ni les surestimer ni les sous-estimer. C'est hyper intéressant, toujours les travaux de recherche qu'on arriverait, je pense, difficilement à interpréter à la lecture et qui arrivent à nous rendre accessibles. Guillaume, si vous partagez cet avis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut continuer à soutenir Tech Café et à nous faire vos retours. Si vous avez des questions aussi, on prend et on interagit. En attendant,
on met cela de côté. Alors, on ne retourne pas sur l'horloge de la fin du monde, mais malgré tout, des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes, notamment en matière d'écologie, parce que ça continue, hein, Guillaume, la tech ne nous apporte pas forcément une économie en matière d'écologie. En tout cas, on constate beaucoup de déchets. Hein. Écoute, iFixit vient de jeter un coup d'œil à la dernière Galaxy Ring, là, donc à l'anneau que vous portez, et c'est pas très brillant. C'est pas étonnant non plus, hein, c'est 400 balles de technologie jetable. Parce qu'il n'y a aucun moyen de changer la batterie est minuscule d'ailleurs, donc au bout de quelques centaines de recharges, c'est bon pour la poubelle. Donc c'est super. Alors c'est pas comme si c'était le seul gadget comme ça, hein. Les écouteurs Bluetooth c'est devenu généralisé et pratiquement aucun ne peut être démonté. De fait, les déchets électroniques ça pose un problème qui date pas d'hier et les batteries se multiplient aussi absolument partout dans les décharges, et partout ailleurs. Et c'est vrai que il y a un dernier, il y a non, le problème, voilà, c'est qu'il y a une recherche récente qui est vraiment pas rassurante, puisqu'il semblerait que nos batteries chéries soient une source monstrueuse de PFAS. On parle beaucoup en ce moment de ces trucs, hein, on les appelle les polluants éternels, il y en a un peu partout, parce que on en utilise depuis des décennies en réalité, mais on a réalisé tardivement que c'était peut-être pas super pour la santé, et des PFAS, spécifiquement, il y en aurait dans les batteries. Alors, attention, acrobatie linguistique, il y aurait des perfluoalkyl sulfonimides dedans. Ah, je ne serais pas risqué, moi. Donc ces trucs-là ont été utilisés dans des électrolytes apparemment et des composants de batteries lithium-ion. Et bon, on en retrouve pas mal, trop en tout cas, dans les sols et l'eau près des usines de fabrication. Et comme il y a pas mal de batteries qui se retrouvent aussi dans les décharges, je te dis pas le sol, quoi. Donc là, ils ont pris des échantillons près d'usines, hein, des usines 3M et Arkema, aux États-Unis, en Belgique et en France. Et bon, des PFAS, malheureusement, il y en a partout, parce que la tech comme ailleurs, hein, la tech jetable, du coup, ça devrait faire quand même un peu réfléchir. Et ça fait réfléchir, hein, attention, faut pas déconner. D'ailleurs, il y en a qui commencent à réfléchir encore plus parce que il y a une frénésie de construction d'usines de semi-conducteurs, hein, qui un petit peu. Alors, il y en a en Europe, mais il y en a quand même surtout aux États-Unis. Et ça fait réfléchir outre-Atlantique beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de projets, aussi beaucoup plus de chantiers qu'ici peut-être. Et on le sait peut-être pas trop, mais donc les usines de fabrication de semi-conducteurs, ça consomme énormément d'électricité, ça consomme énormément d'eau, évidemment, ça consomme beaucoup de choses en réalité, hein, beaucoup de ressources et énormément de produits chimiques. Déjà, l'eau, ça pourrait être une denrée rare et ça pourrait poser problème, hein, si vous êtes en Arizona par exemple. Mais il y a aussi la question des rejets chimiques. Parce que par le passé, les usines Intel, par exemple, elles ont généré énormément de pollution chimique. Santa Clara, c'est comme quand on dit Santa Clara, voilà, c'est assez classe et tout, on pense à Intel, on pense à la Californie, tout ça, mais en réalité, c'est peut-être pas aussi classe que ça. Il y a là-bas plus de sites de pollution toxique que partout ailleurs aux US. Dans les années 70 et 80, Intel a bien pollué la zone. Il y a eu pas mal de scandales avec des solvants toxiques, des employés contaminés, etc. Alors les choses ont changé, hein, clairement, beaucoup. Déjà, les usines se sont énormément robotisées, donc il y a beaucoup moins de personnel, donc il y a beaucoup moins de gens exposés aussi. Et aussi, les produits chimiques ont changé. Parfois, ils ont changé de nom seulement, hein, mais bon, ils ont aussi beaucoup changé. Il y a beaucoup de produits chimiques il y a beaucoup de composés qui changent en permanence. Hein. Il y en a qui sont plus utilisés aussi depuis très longtemps, ça c'est sûr. Mais bon, l'industrie, elle utilise des trucs toujours plus complexes et ça change très fréquemment. C'est à tel point que la toxicité d'un composé, le temps qu'elle soit étudiée, les gens, ils sont déjà passés à autre chose. Intel, c'est déjà, tu vois, ils ont changé de process, comme on dit, et puis peut-être ils utilisent autre chose. C'est Bruce Fowler, un toxicologue ou un toxicologiste d'ailleurs, je sais pas, qui le dit. Voilà, c'est même pas, ils le font même pas exprès, c'est même pas pour essayer de maquiller la toxicité ou quoi que ce soit. Hein. L'industrie va tellement vite que les procédés changent constamment et que c'est très difficile de suivre. Et donc voilà, en tout cas, de sa fabrication à la poubelle, la tech, elle est pas propre, hein, mais bon, de toute façon, ça va pas être une préoccupation majeure, on va dire. Et malgré tout, on va quelque part jouer le jeu, hein, de cette tech qui continue à être source de pollution, Guillaume, parce qu'on continue à relayer, on va pas s'en cacher non plus, hein, mais ça fait partie du composant, mais les innovations concernant les processeurs notamment. Mais alors, il y a un petit souci sur les Zen 5, Guillaume, qui seraient lents, a priori. Qu'est-ce qui leur arrive ? C'est pas tellement qu'ils sont lents, c'est qu'ils sont pas très rapides. Les nouveaux Ryzen sont arrivés, les 9000, et bon, on peut pas dire qu'ils aient cassé la baraque, quoi. Les améliorations sont dans l'ordre de quelques pourcents. Enfin, un pourcentage à un seul chiffre, hein, qui est un peu déçu. En gros, pour résumer, si vous avez un Ryzen 7000, gardez-le. Ou bien peut-être que c'est la faute à Windows, parce que AMD et Microsoft vont publier une mise à jour qui va améliorer les performances de la prédiction de branchement sur les nouveaux Ryzen, et ça va concerner la version 24H2 de Windows 11. Est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Sans doute un petit peu. Parce que si on regarde bien, il y a des tests, ils ont fait des tests à la fois sur Windows et sur Linux,
Et les Ryzen 9000 se comportent mieux sous Linux que sous Windows, très nettement. Il y a une différence entre 5 et 10%. On peut trouver ça sur PC Games Hardware. Et en fait, sous Linux, le gain entre les Ryzen 7000 et les Ryzen 9000, il est plus marqué, entre 8 et 10% dans les jeux vidéo. Hein. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit peu meilleur que ce qu'on a sous Windows, donc il semblerait que Windows ne gère pas assez bien les Ryzen, qui leur donnent pas la pleine mesure. Écoute. Ils sont incompris, les pauvres. On va aller les consoler, j'espère, Guillaume. Bébé. Euh, on continue avec des nouvelles du côté d'NVIDIA. Oui, on parle de trucs qui se miniaturisent et s'intègrent, voilà, deux sujets. Je vais réunir deux sujets de manière très artificielle. D'une part, G-Sync va s'intégrer directement dans les puces des moniteurs. Alors, qui se souvient de G-Sync? Peut-être personne. G-Sync et FreeSync, c'est deux technologies concurrentes de NVIDIA et AMD hein, pour les vitesses de rafraîchissement variables sur les moniteurs. Et c'est pas NVIDIA qui a gagné. Hein. Son concurrent étant plus simple, gratuit et largement suffisant, voilà, il s'est fait enterrer. Donc G-Sync, pour essayer d'exister quand même, va s'intégrer dans des scalers Mediatek. C'est les puces qui sont intégrées à tous les trucs, hein, qui changent la taille des images. La puce dédiée obligatoire va donc disparaître, hein, donc ça sera aussi un peu moins cher, à voir si ça change quoi que ce soit. Mais bon, si on parle d'autres trucs qui s'intègrent, il y a un machin qui est vraiment inattendu, qui pourrait s'intégrer un petit peu partout, c'est le ventilateur dans les smartphones. T'as bien relié les deux, ça va, c'est validé, Guillaume. Un ventilateur, mais sans pâle alors, du coup. Alors, c'est des ventilateurs sans pâle et qui tournent pas. Donc, c'est vrai que c'est étrange. Le but, c'est d'avoir des machins super fins, hein, puisque les téléphones, ils rivalisent de sveltesse ces derniers temps. Et ils rivalisent aussi de puissance, et le jeu, et bientôt l'IA, hein, c'est des usages qui sont quand même intensifs, qui font pas mal chauffer la puce, et qui, pour le moment, passent la chaleur à ta main, hein, tout simplement. Alors, il y a un ventilateur classique, ça pourrait marcher, évidemment, mais c'est quand même gros, ça rentre pas trop dans un téléphone moderne. Et c'est là qu'arrivent les X-MEMS. Alors, c'est des super-héros très particuliers, parce qu'ils sont tout petits, et ils vibrent très très rapidement. Alors, c'est quoi les X-MEMS X-MEMS, déjà, c'est le nom d'une boîte hein, qui est spécialisée, en fait, dans le haut-parleur sans membrane. On avait parlé un petit peu de ces haut-parleurs, ces casques sans membrane. Hein. C'est des casques qui sont faits avec des matrices de petits éléments de piézoélectriques qui vibrent donc selon le courant. Les piézoélectriques se déforment avec le courant, donc tu peux les faire vibrer très très fort. Et en fait, ensemble, tu peux faire des matrices comme ça qui modulent la pression et qui du coup font du son. Et ça, tu peux faire de la musique avec ça. Et maintenant, ça y est, on fait des casques comme ça. Alors physiquement parlant, d'ailleurs, ça permet beaucoup plus de liberté qu'avoir une membrane. Hein. C'est pas du tout la même physique. Une compacité maximale, évidemment, c'est fabriqué globalement comme une puce, hein, avec des éléments micromécaniques, et d'ailleurs, c'est exactement ce que veut dire MEMS. MEMS, ça veut dire système micro-électromécanique. Et donc, oui. Ça génère des déchets, ça aussi, et des pas plus. Oui, enfin, c'est pas comme plus. Le reste, quoi. Oui, non, mais pas plus. Je veux dire, c'est des trucs Bluetooth que tu jettes quand c'est mort, comme d'habitude, mais c'est pas la faute des MEMS, c'est la faute de la batterie. Et du fait qu'on peut pas la changer. Mais bon. Et donc, oui, un haut-parleur, ça manipule la pression de l'air. Un haut-parleur, c'est vraiment ce que ça fait, hein, ça manipule la pression, et donc on peut s'amuser avec les MEMS pour créer des dépressions et faire juste circuler de l'air. Tu fais pas de musique, hein, tu fais juste circuler de l'air, tu fais vibrer pour que ça se fasse circuler de l'air. Et donc, quand tu fais circuler de l'air, tu fais l'équivalent d'un ventilateur, sauf qu'il est tout plat, ce ventilateur, il est même très très plat, il fait 2-3 mm, il fait 150 mg, et alors moyennant des trous quand même, il devient possible de ventiler un téléphone sans compromettre sa finesse, quoi, ou très 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 peu, et tout ça de manière inaudible. Après, le débit d'air, il est pas énorme, hein, faut pas déconner, c'est quand même tout petit, ça fait 39 cm3 d'air par seconde déplacé. Ah, est-ce que le jeu en vaut la chandelle alors ? Alors, pour des toutes petites puces, oui, mais évidemment, pas pour des grosses. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs, limite, hein, parce que c'est des éléments, donc je suppose que tu peux en mettre 4 ou plus. Après, ça va pas faire tourner, enfin, ça va pas rafraîchir un Core i9. Hein, Tu vas pas overclocker ton processeur grâce à ça. Non, mais voilà, c'est ça. C'est évident que vous allez pas, si vous avez un Core i9, vous n'allez pas faire grand-chose avec ça. Mais par contre, sur un téléphone ou sur des trucs qui consomment très peu, ça peut aider. Alors, c'est pas le premier truc super plat. On avait parlé de la solution de Frore aussi, qui était aussi super fine, qui, elle, visait plutôt les tablettes. Là, on est sur un débit d'air qui est 3 fois plus petit, mais qui vise carrément les téléphones. Donc, ça peut éviter de frotter, tu sais, ça peut éviter aux fréquences de baisser pour éviter la surchauffe, ce que font régulièrement les téléphones. Ça peut ne pas ruiner ta partie de Fortnite. Oh, écoute, si ça ne tenait qu'à moi, je me jetterais dessus avec cette promesse. Bien sûr. ARM qui est en train de développer une GPU. Oui, on termine par une news qui nous vient directement d'Israël via le site Globe et qui est pour l'instant le seul d'ailleurs à dévoiler le projet de ARM, qui serait de créer une carte graphique pour concurrencer Nvidia et AMD sur le jeu vidéo et même l'IA. Eh bien. Alors, c'est ce qu'on comprend de l'article qui donne qu'assez peu de détails, hein, sinon qu'il y aurait une centaine d'ingénieurs sur le coup. Il y a une équipe en Israël qui s'appelle Rahanana,
enfin bref, en Israël, Ouais. qui s'occupe des GPU Mali, c'est elle qui s'occupe des GPU Mali, les Immortalis pas en particulier, et qui pourrait donc être impliquée dans ce projet. Alors c'est quand même assez marquant parce que c'est ambitieux, quoi, on va le dire, c'est ambitieux. Si l'interprétation qui semble c'est l'être du site est vraie, donc ARM désigne, enfin, le design d'une GPU se forme d'une carte graphique PCI, quoi, comme une Radeon, voire d'une GPU professionnelle, qui serait donc de classe H100, comme celle de NVIDIA. Et donc entrer dans le marché du GPU dédié, c'est pas simple. Et Intel en sait quelque chose, parce que souvenez-vous, Intel fait des cartes graphiques lui aussi, si. Et il fait les fameuses ARC, qui peuvent d'ailleurs s'afficher dans ton PC comme n'importe quel autre. Personne n'en a acheté, alors qu'elles sont loin d'être ridicules en termes de rapport performance-prix. Ils ont même d'ailleurs travaillé dur sur les pilotes. D'ailleurs, au début c'était un petit peu compliqué, mais là ça va beaucoup mieux, mais ça les empêche pas d'avoir 0% de part de marché. Donc si ARM veut s'attaquer au marché du jeu vidéo, je leur souhaite bonne chance. Et pour l'IA, il faut demander à AMD si c'est facile de prendre des parts de marché à un concurrent comme Nvidia, enfin à AMD, donc il faut demander à AMD si c'est facile de prendre des parts de marché à Nvidia. Parce que AMD, il a aussi des cartes qui sont très puissantes, qui ont même un meilleur rapport puissance-prix en réalité. Et ça marche pas super. Alors pour l'IA, pourtant, si ça continue comme ça, si la demande continue à dépasser les capacités de Nvidia, il pourrait y avoir de la place pour les concurrents, mais le truc c'est qu'il y en a déjà des concurrents. Il y a AMD, bien sûr, derrière. Il y a Intel, bien entendu. Et il y a aussi Samba Nova, Cerebras, Groq. Bon. Donc, bon courage. Voilà. Ouais. C'est pas forcément le secteur dans lequel j'aurais imaginé qu'il y avait des parts de marché à gagner, mais bon, pourquoi pas. Qui ne tente rien n'a rien. Guillaume, merci. On passe à une ultime rubrique, celle des jeux vidéo, qui va nous permettre de conclure cet épisode. Et j'ai l'impression que tu as passé un petit peu de temps à surveiller toutes les présentations de la Gamescom. Oui, alors, toutes, il y en avait beaucoup quand même. C'était la Gamescom, il y avait beaucoup trop de jeux, il y en avait pour tous les goûts. Je sais pas s'il y a un truc qui t'a marqué, Civ 7 par exemple. Tu vas rigoler parce que moi, ce que j'ai... alors, j'ai pas pu tout voir, mais en fait, c'est les annonces d'intro. Moi, il y a quelques annonces d'intro qui m'ont parlé. J'en ai noté 3. Il y a Big on Beast qui a l'air d'être une espèce de Luigi's Mansion, mais en plus flippant, mais en plus mignon en même temps, mais en plus flippant, mais en plus mignon. Donc je ne demande qu'à voir. Un jeu auquel vraiment c'est le type de jeu auquel je n'irai jamais me tourner, c'est Harvest Shadows, qui est une espèce de jeu de survie d'un fermier dans un environnement horrifique. Moi en général les jeux qui font flipper, ça me fait flipper, donc j'y joue pas, mais j'ai l'impression que celui-ci pourrait peut-être toucher ma sensibilité. Et puis il y en a un que je vois de loin qui m'a l'air quand même marrant, intéressant, qui attise ma curiosité. Pourtant j'irai pas passer une seconde, mais je veux voir ce que ça donne. C'est Inzoi, qui a l'air d'être l'espèce les Sims de Sims coréen, là, qui a l'air en fait de redéfinir les Sims comme étant un environnement graphique beaucoup plus détaillé. Et voilà, je demande à voir. Je sais pas si tu avais vu, toi, déjà, ces quelques trailers d'intro de la Gamescom. Oui, Inzoi, c'est un truc qui est... il sort de temps en temps des vidéos dessus, effectivement. On attend toujours le Sims Killer. C'est fou, hein. Écoute, apparemment, c'est pas facile. Il y en a un qui a été annulé il y a pas longtemps, là. Non, mais il y avait Civ 7 quand même à la Gamescom qui était assez marquant parce que voilà, c'est toujours un événement de voir un nouveau Sims et une nouvelle civilisation. Il y a Infinity Nikki et ses animaux tellement mignons que ça me donne envie de prendre un lance-flamme. Il y a Path of Exile 2 par contre, qui semble quand même vachement joli, pas loin de Diablo 4 en termes de qualité graphique, c'est pas mal. Bon, on a vu un petit peu de Dune. Bon, d'un point de vue des surprises, on va dire, si on parle moins de nos goûts personnels, mais des trucs qui ont quand même pas mal marqué, oui. Je trouve, il y a Indiana Jones qui finalement, qui a l'air très sympa d'ailleurs au demeurant, qui a l'air vraiment très cool, très beau, tout ça, mais Indiana Jones qui ne serait pas finalement une exclue Xbox. Ce serait au mieux une exclue temporaire, puisque le jeu sortira sur PlayStation 5 au printemps prochain, parce que, selon Phil Spencer, c'est du business, on fait du business les gars. Écoute, alors oui, on vendre, on fait du business, mais je veux dire... Le truc, c'est que c'est bien plus rentable forcément de sortir un jeu sur PS5 qui cartonne plutôt que de la garder sur une console dont les ventes s'effondrent, puisqu'on parle quand même de 42% de baisse sur le 4e trimestre en termes de ventes de Xbox, et donc, mais là, le problème, c'est qu'on est carrément dans le cercle vicieux. Microsoft acte le fait que sa console se vend mal, il est aussi un petit peu sous pression, question concurrence peut-être, voilà, donc économiquement, les exclus, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, sauf que sans exclus, t'as pas de raison d'acheter une Xbox. Et l'arrivée d'Indiana Jones relativement vite sur PlayStation 5, c'est une bonne nouvelle évidemment pour les joueurs Sony, tant mieux pour eux. Enfin, on continue quand même de s'interroger sur ce que veut faire Microsoft avec ses consoles quand même, parce qu'en termes de business...
Surtout quand tu as dépensé beaucoup d'argent pour acquérir des studios emblématiques qui auraient pu Ben non, mais ça laisser justement, imaginer que... non, ça justement, ça veut rien dire. S'ils voulaient devenir éditeur pur éditeur logiciel, ils auraient fait pareil. C'était très bien en fait. D'ailleurs, leur chiffre d'affaires explose grâce à ça, si tu veux. Mais il faut se poser la question de savoir ce que tu veux, parce que si ils font du business, oui, c'est ça. Mettre Indiana Jones sur PS5, ça a du business pour le jeu Indiana Jones, mais pour le business de la Xbox, c'est pas clair. Ah oui. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. C'est bon, voilà, très 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 bizarre. Sinon, autre petite info en marge de la Gamescom, à part on a vu qu'il allait y avoir, ça y est, un premier jeu avec des NPC qui causent, avec des super chatbots là, comme Quel enfer. donc le Nvidia Ace, de la technologie dont tu as vu des aperçus où tu peux parler directement, chatter avec les NPC avec un modèle de langage. Ça va arriver dans un jeu qui s'y prête pas du tout, puisque ça va arriver avec un jeu qui s'appelle Mecha Break, qui est un jeu multi-PC avec des mechas, ben ouais, et qui a pas l'air d'être un jeu narratif, quoi, tu vois, ça a l'air d'être un jeu action ultra survolté. Bon, la discussion, ça peut être le cœur du sujet, donc c'est assez rigolo de voir que ça arrive sur un jeu où, manifeste la discussion, ça a l'air d'être secondaire, je dis ça comme ça. Deadlock qui semble nous réserver, je sais pas, beaucoup de surprises, quoique on sait même pas, Guillaume, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, c'est comme la comète de Halley, Valve revient, il sort un jeu tous les 76 ans, donc le prochain passage de la comète Valve, ça approche, puisqu'apparemment, enfin on doit être à plusieurs années encore, mais ils se sont fondus d'une page Steam pour un jeu qui s'appelle Deadlock, et qui sera un gloubi-boulga, je sais pas, c'est un camoulox de jeu, j'ai l'impression, parce que ce sera un MOBA, jeu de tir à la troisième personne, avec des morceaux qui passent d'un petit peu de tout. Après, bon, c'est Valve, donc ça peut très bien fonctionner, quoi, mais je sais pas. Enfin, là, il y a pour l'instant pas grand-chose, si ce n'est ouais, alors c'est quand même pas grand-chose, une vidéo d'artwork qui dit pas énormément de trucs. Mais c'est assez marrant. Bon, on va voir ce que... Ce sera pas médiéval fantastique. Ce sera pas médiéval fantastique, donc ce sera Quoique. Clairement un jeu service, voilà, multi. Bon, écoute, on leur souhaite de pas refaire un Concorde. Le Concorde qui a quand même bien raté son décollage et qui est pas prêt de passer le mur du son. Écoute, on leur souhaite du succès comme à tous. Un petit mot, Guillaume, tu vas vouloir ressusciter la Dreamcast, c'est ça? Tim Waltz, qui est colistier de Kamala Harris, ça semble être un gars sympa et plutôt populaire. Enfin bon, c'était ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il avait eu une Dreamcast et qu'il s'éclatait tellement dessus que sa femme lui a confisqué. Et là, on est devenu certain que Tim Waltz était un gars sympa. Comment c'est pas possible? C'est possible. Et donc, il a 60 ans quand même, et donc il avait là une trentaine à l'époque de la Dreamcast. Donc c'est un mec ouvert d'esprit, manifestement. Quand on voit que même aujourd'hui, certains considèrent toujours le jeu vidéo comme un truc de gamin ou de dégénéré, d'ailleurs, on a évidemment, au côté républicain, on ne s'est pas privé de le critiquer là-dessus. Je pense pas que ce soit une bonne idée, je pense que c'est vraiment contre-productif, il devrait se méfier. Enfin, en tout cas, je suis sûr que son amour pour la Dreamcast va attirer plein de voix à lui, à Kamala Harris. Donc la Dreamcast va faire élire Kamala, donc ça va faire battre Trump, et donc ça va sauver le monde. La Dreamcast va sauver le monde. Je l'ai toujours su. Eh ben écoute, ça nous promet des beaux films en perspective. On termine, Guillaume, avec un peu de réalité virtuelle, parce qu'on avait eu Meta qui nous avait sorti un Quest Pro. Apple a présenté forcément l'Apple Vision Pro. La logique, ce serait que Meta prépare son Quest Pro 2. Où est-ce qu'on en est? Nulle part. Apparemment, le prototype qui s'appelait la Jolla vient d'être purement et simplement annulé par Meta, qui renonce manifestement à faire un casque, à faire une suite à son casque de réalité virtuelle pro, et qui va se concentrer sur le prochain Quest, quoi. Ce qui est pas mal, très honnêtement. Moi, je trouve ça plus malin, en fait. D'ailleurs, depuis le début, Carmack, qui est donc travaillé, en consultant, qui travaillait pour Oculus, qui a travaillé comme consultant pour Meta sur la VR, n'a jamais démordu, je veux dire. Pour imposer la VR, pour que la VR puisse vraiment décoller, il faut des casques pas chers, que tout le monde puisse des expériences sympas, fluides, faciles à utiliser, fun, sur des casques pas chers. Sortir un casque à 1500, à 3000 balles, c'est raquette, franchement. Bon. Donc, je sais pas, et en plus, bon, on va dire que le succès tonitruant et planétaire du Vision Pro est pas non plus hyper encourageant, quoi. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a peut-être pas besoin de faire une surenchère par rapport à l'Apple Vision Pro qui n'a pas marqué les esprits par un succès commercial à ce stade. Et donc, par contre, effectivement, renforcer l'accessibilité par les Meta Quest qu'on connaît déjà avec une nouvelle version, peut-être même prix, plus puissante ou moins chère. Allez savoir. À suivre. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Merci évidemment, si jamais vous envisagez, et si ce n'est pas déjà le cas, de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez également commenter
sur techcafé.fr dans les commentaires qui accompagnent les articles. Qui sont sous les commentaires oh là là, bon, vous me retrouvez quoi dans les commentaires sur techcafé.fr, j'y suis pas arrivé cette fois-ci. Et puis également un petit mot, il y a le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Écoutez, on y trouve de tout. J'y ai même mis, alors si ça Guillaume, je ne fais pas augmenter le nombre d'inscriptions au serveur Discord dans les jours à venir, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. J'y ai posté une photo de chatons qui sont nés chez moi samedi. Est-ce que tu te rends compte ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de faire ça. C'est pas des chatons génératifs? Non, c'est pas des chatons génératifs, c'est des vrais chatons. Prouve-le. Je peux en renvoyer d'autres. Voilà, mettez-moi au défi sur Discord, vous me demandez des photos de n'importe lequel. Bon, tu me diras, un outil génératif pourrait peut-être bien le faire. Allez jeter un coup d'œil. Merci infiniment. Et puis, vous pouvez peut-être nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, moi, je vais me refaire un petit coup de Crazy Taxi, écoute, à la santé de Tim. Ah ouais, très bien, t'as raison. Oh, très très bon, Crazy Taxi, Très effectivement. sympa. Merci, Guillaume. Moi, vous me retrouverez probablement en train de m'occuper des petits chatons parce que c'est beaucoup trop mignon et quand on les regarde, le temps passe très très vite et on se rend compte qu'on a vite fait d'y passer une journée entière à les observer alors qu'il ne se passe strictement rien, comme beaucoup de bébés dans le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci de votre écoute. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ils sont trop mignons, je te jure.